Salut à tous, comment vous allez les gars? Je suis vraiment désolée déjà de vous avoir pas posté de vidéo ce week-end. C'est que je voulais poster une vidéo mais comme c'était Noël, ben c'était un petit peu compliqué. Bref, voilà. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. C'est deux histoires, elles sont assez longues. Mais c'est deux de mes histoires favorites et en fait c'est deux histoires vraies hein, pour le coup, donc voilà, comme ça je vous fais bien bader. Normalement tout le monde connaît ces histoires donc il n'y aura rien de nouveau, mais c'est juste que j'avais envie de les raconter, donc je me suis dit go les raconter, ça coûte rien. Bref, on commence tout de suite du coup. Juste avant que la vidéo commence, elle a même pas commencé, hein, il commence déjà à se passer des trucs de dingue. Dehors là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu comme une poubelle qui s'est retournée. Mais j'ai peur, moi, ça y est. Hein. Les gars, s'il se passe quelque chose de bizarre derrière moi, vous me le dites en commentaire. Hein. Je vous jure que si vous me le dites pas, je pète mon crâne. Parce que je vais re-regarder le truc. Et déjà, mon téléphone, là, il marche pas. Je ne sais pas pourquoi, il me fait flipper. C'est horrible. Ok, donc on commence tout de suite avec la première histoire qui est celle d'Amityville. Donc, à mon avis, tout le monde la connaît parce que c'est une histoire très médiatisée. Et voilà. Bref. La nuit du 13 novembre 1974, le commissariat du comté de Suffolk reçoit un appel en provenance de la communauté d'Amityville, à Long Island, loin de New York. Aux États-Unis, donc, un spectacle d'horreur attendait les policiers dans la maison du style colonial du 112 Ocean Avenue. 6 membres d'une même famille avaient été massacrés dans leur lit à coups de fusil. L'auteur du crime, Ronald DeFeo Jr., passa rapidement aux aveux. Il déclara avoir tué son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs après avoir entendu des voix émanant des profondeurs de la maison, qui l'auraient envoûté et obligé à commettre ce carnage. N'ayant pas convaincu les jurés du bien fondé de ses dires, DeFeo est inculpé d'homicide sous 6 chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison pour chacun d'entre eux. Après cet épisode sanglant, la grande maison d'Ocean Avenue est mise en vente à un prix dérisoire. George Lutz, propriétaire d'une compagnie de géomètres qui bat de l'aile, visite la propriété avec sa femme Katie. Malgré le passé sombre de la grande demeure, il croit avoir trouvé la maison de leurs rêves et s'en porte acquéreur. Quelque chose me dit qu'ils ne vont pas rester très longtemps. Quand les Lutz emménagent avec leurs 3 enfants le 18 décembre 1975, une des premières choses qu'ils font est de demander à un prêtre de bénir la maison. Au cours de la bénédiction, le prêtre aurait entendu une voix forte venue de nulle part lui disant simplement « Allez-vous-en ». Mais cet épisode troublant n'était pas pour les Lutz que le début d'une série d'événements bizarres. Ainsi, dans le premier temps, la maison fut remplie d'une puanteur irrespirable et de la porcelaine de la salle de bain fut tachée d'un dépôt noir résistant à tout détergent. La maison fut également infectée de centaines de mouches alors qu'on était au cœur de l'hiver. Et il ne se passa pas longtemps avant que les manifestations plus graves encore ne se produisent. Un lion de céramique de plus d'1 mètre de haut se mit à bouger tout seul. On trouva des empreintes de sabots fourchus dans la neige tout autour de la maison. Les traces menaient tout droit à la porte du garage qui avait été arrachée de ses gonds. Une prouesse qui aurait nécessité une force au-delà de celle d'un être humain. Waouh! C'est à l'aide. Les Lutz arrivèrent rapidement à la conclusion que la maison de leurs rêves était en fait un endroit cauchemardesque, hanté par des démons maléfiques. Katie Lutz fut la première à être véritablement terrorisée par les entités qui hantaient la maison. Des bras invisibles l'enlaçaient, des êtres tentés de la posséder. Toute fuite était impossible. Elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Plus tard, des marques rouges très douloureuses apparurent sur sa peau, comme si elle avait été frappée à coups de tisonnier brûlant. À la même période, George Lutz vécut à son tour des événements étranges. Il entendit une fanfare défiler dans la maison avec le bruit des bottes et le son d'instruments à vent. Il ne vit rien, mais retrouva les tables, les fauteuils et le canapé poussés contre les murs du salon, comme pour laisser le passage à une corde endiablée. Les Lutz affirmèrent qu'ils durent plusieurs fois la visite d'êtres démoniaques. Ces entités se manifestaient sous les formes variées. Immenses silhouettes encapuchonnées de blanc,
démon cornu ou encore cochon diabolique avec 2 yeux ardents. Puis, l'événement le plus extraordinaire eut lieu une nuit de début janvier. Cette nuit-là, Georges n'arrivait pas à trouver le sommeil. Après avoir décidé de sortir pour boire un verre, il se tourna vers sa femme pour la prévenir. À sa grande surprise, elle n'était plus à ses côtés. Il leva les yeux. Elle lévitait dans les airs. Pardon. Olé, j'aime pas ça. Plus horrible encore, lorsqu'il la tira par la manche pour la faire redescendre de son lit, elle se rida et prit un instant l'apparence d'une vieille femme hideuse. C'en était trop pour les Lutz. Ils quittèrent la maison le 14 janvier 1976. Petit complément d'enquête, Amityville. Simple escroquerie. Selon certains enquêteurs, Georges aurait tout mis lui-même sur pied. Alors bon, également, bon, alors je sais que par rapport à beaucoup d'histoires de maisons hantées et de trucs comme ça, c'est les propriétaires qui inventent pour gagner de l'argent par rapport à un profit d'œuvre quelconque qui sortirait sur la maison. Mais quand même, il y a des choses dedans qui font que peut-être ça leur est arrivé. Genre des voix, c'est possible qu'ils aient entendu, parce que la maison est potentiellement hantée par les actes horribles qui ont été commis ici. Après, chacun ses croyances, mais oui, effectivement, bah, moi personnellement, je pense qu'ils ont peut-être inventé certaines choses, mais il y a des choses qui ne sont pas explicables en fait. Bref, voilà quoi, enfin c'est... Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, hein. Je suis actuellement pas très bien, je suis toute seule, il y a une musique flippante et tout, c'est terrible, au secours. Ok. On va passer à la deuxième histoire, comme ça on termine après, et moi je peux parce que là je ne peux plus, j'ai trop peur là, vraiment, à chaque fois que je vis, enfin que je fais des threads, à chaque fois que les trucs se terminent, je ressens des trucs, mais vraiment ça fait peur. J'ai du mal à dormir et tout, hein. C'est pas parce que j'ai peur, parce que le contenu horreur et tout, j'ai l'habitude, mais là, oh, mais c'est une cata, hein, vraiment. Bref, on va passer tout de suite à la deuxième histoire. Donc c'est l'histoire d'Annabelle. Ok, donc on enchaîne sur l'histoire d'Annabelle. Ok. Bon, d'accord, on va y aller tout de suite, on va terminer cette vidéo plus vite. Les premières traces de la poupée maléfique remontent au moment des années 70. À l'époque, une mère de famille décide de faire un cadeau à sa fille d'une vingtaine d'années en lui achetant sur une brocante une poupée Anne Raggedy. Cette poupée de chiffon, à l'image de l'héroïne de l'ouvrage américain Raggedy Ann Stories, était populaire aux États-Unis dans les années 20, où de nombreuses poupées ont été commercialisées. Contrairement à ce que le film nous montre, Annabelle n'était donc pas une poupée de porcelaine, mais une poupée de chiffon, à l'histoire mystérieuse. Je vous mettrai une petite photo en même temps. Lorsqu'elle offre son cadeau à sa fille Donna, celle-ci emporte la poupée avec elle dans l'appartement qu'elle partage avec son amie Angie. Toutes deux sont étudiantes infirmières et vivent en colocation avec un petit appartement. Quelques jours après l'arrivée de la poupée, Donna constate qu'elle ne retrouve jamais dans la position dans laquelle elle l'avait laissée. Donna ne s'alerte pas autant et se dit qu'elle a dû la déplacer par inadvertance. Mais plus le temps passe, plus les déplacements de la poupée sont importants et Annabelle passe désormais d'une pièce à l'autre, pendant l'absence des deux jeunes femmes. Curieuses de la situation, elles finissent par faire appel à un médium qui leur explique alors que le corps de la poupée est possédé par l'esprit d'Annabelle Higgins, une petite fille de 7 ans qui était morte il y a de nombreuses années et où leur appartement était construit. À travers la médium, Annabelle demande à Donna et Angie si elle l'autorise à rester auprès d'elle, ce que les jeunes femmes, touchées par son histoire, acceptent. La pire erreur de leur vie. Et c'est là que la situation commence sérieusement à vriller. Annabelle, qui ne s'était jamais montrée violente jusqu'à là, fait déplacer un objet dans la pièce et le fait tourner lourdement. Les petits mots inquiétants apparaissent dans l'appartement et des taches de sang se dévoilent sur la poupée de chiffon. Lou, le petit ami d'Angie, est persuadé que la poupée est maléfique et insiste auprès des jeunes femmes pour qu'elles s'en débarrassent. Ce qui ne plaît pas à Annabelle, qui tente une nuit de l'étouffer et lui laisse une marque de griffure sur le torse, raconte-t-il à l'époque. Sur les conseils de leurs prêtres, Donna et Angie font appel au couple Warren, Ed et Lorraine, leur expliquent alors qu'il n'y a jamais eu de petite Annabelle Higgins et que cette entité démoniaque manipule la poupée. Entité que Donna et Angie sont autorisées à interagir avec elle suite à la séance avec la médium. Le couple Warren bénit les lieux et la poupée et, par mesure de sécurité, l'emporte avec lui.
Sur le chemin du retour, alors qu'Annabelle est placée sur le siège arrière, les freins de l'automobile lâchent peu à peu, si bien qu'Ed est contraint d'arrêter et de verser de l'eau bénite sur son automobile pour arriver à bon port. Dans les semaines qui suivirent l'arrivée de la poupée chez les Warren, des objets explosèrent et Annabelle se déplace régulièrement et se montre de plus en plus menaçante. Ed et Lorraine décident de l'enfermer dans une cage de verre qui protège à l'aide de pierres et de rituels pour empêcher la poupée de sortir. Lors d'un reportage au domicile Warren, Lorraine aurait confié à l'équipe de tournage qu'elle n'osait toujours pas regarder la poupée dans les yeux, des années plus tard. Une histoire à raconter au coin du feu pour celles et ceux qui aiment se faire peur. Alors, Annabelle, c'est... Par contre, Annabelle, c'est vraiment une histoire vraie. Annabelle, c'est vraiment une histoire vraie, donc voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a eu une enquête, des trucs comme ça. Je suis désolée, c'est juste que j'ai peur que mes lumières se cassent la gueule. En gros, oui, ça fait peur quand même, parce que, genre, t'imagines une poupée... Ça me fait extrêmement peur, parce que là, j'ai une poupée qui m'a été donnée par ma grand-mère, juste là, comme ça, qui regarde un petit peu la chambre entière. Donc, je crois que je vais la coucher pour ce soir, parce que je ne suis pas bien, en fait, voilà. Voilà, c'est très... Ça me fait flipper. Tu bouges pas, tu restes en place. Je veux pas. À l'aide. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez aimé les deux histoires. J'espère que vous ferez de beaux rêves, même si je pense qu'à mon avis vous serez pas bien. Bref, j'ai été ravie de tourner aujourd'hui et à la prochaine. Et normalement je posterai sur mon compte TikTok bientôt une nouvelle histoire. Voilà, donc je pense que je vais faire plutôt des trucs de Reddit en fait sur TikTok ou des histoires que voilà, j'ai envie de voilà. Et normalement, il y en aura une à peu près par semaine, voilà, une ou deux. Je verrai si j'ai le temps de le faire ou pas, étant donné qu'il y a le bac qui arrive. J'essaye un maximum quand même de travailler correctement sur voilà, sur ça. Donc voilà, j'ai été contente de vous parler et de vous tourner cette vidéo. Donc je vous souhaite une agréable soirée et dormez bien. Au revoir.